Salut les Pascal. Salut à tous, aujourd'hui un petit peu de pression pour cette interview puisqu'on a quand même un youtubeur avec 1 million d'abonnés, chef d'entreprise, créateur de FuseCat. On va parler un petit peu de son parcours YouTube, de ses idées, de ses passions et puis un petit peu de médias également. Tout d'abord, rapidement, on va éviter de répéter ce qui a été dit dans les FAQ un petit peu pour pas perdre ce temps-là. Est-ce que tu peux juste présenter rapidement l'idée de Poisson Fécond, comment ça t'est venu et c'était quoi le but au tout départ de la chaîne? L'idée derrière Poisson Fécond, c'est que je fais des vidéos que j'essaye de faire instructives et avec un petit peu d'humour, donc sur des tas de sujets différents. Voilà, c'est l'idée. Ok, et ton but de base c'était quoi? Le but de la chaîne, t'avais une envie de base que tu voulais en faire ton métier ou pas forcément? Bon, moi je l'ai lancé il y a 5 ans la chaîne, donc à la base c'était pas du tout ça, mais je voulais un peu percer aussi comment dire, je sais pas, dans le game. Non mais bon voilà, quand je fais quelque chose, j'espère toujours que ça va fonctionner et que ça va plaire à un maximum de gens. Donc là l'objectif est quand même plutôt réussi avec Poisson Fécond. Quoique c'est pas encore terminé bien sûr, tout ça continue. Et non voilà, l'idée que je t'ai racontée là, bah, c'est celle que j'avais de base aussi. T'avais peur de la réaction de tes proches? Ils ont réagi un petit peu comment quand tu leur as annoncé ça? Bon, Non? ils n'ont pas réagi puisqu'ils ne savaient pas. Ouais. Je crois qu'ils l'ont su au bout d'un an ou deux, et à ce moment-là la chaîne décollait vraiment pas du tout non plus. Donc ils ont fait oh, on s'en fout, fais un métier. Et justement, par contre, est-ce que tu avais peur de la réaction du public? Enfin, YouTube, ça peut aller très vite en bad buzz. T'avais un petit peu peur aussi du retour du public ou pas forcément? Les insultes qui sont gratuites, qui peuvent arriver très vite, c'est un truc qui t'effrayait ou pas? Ouais, oui, plus ou moins, oui, c'est toujours un petit peu intimidant, on va dire, de se lancer au départ et on ne sait pas comment ça va réagir. Donc bon, en plus, moi je faisais un peu de pub dans les vidéos des autres, j'essayais de faire ça de manière bien, mais bon, après, il y en a toujours qui n'appréciaient pas et qui venaient te dire d'aller te pendre, ce genre de truc qui est très agréable, mais bon, voilà, c'est pas grave, ça fait un peu partie du jeu et ça nous tue pas. Maintenant que tu as plus d'1 million d'abonnés, tu as un peu l'impression d'avoir atteint tes objectifs. Tu veux plus ou tu te satisfais un petit peu de ce chiffre-là ou tu as envie d'encore en gagner? Bon, en soi, c'est un beau chiffre, 1 million, je veux dire. Après, 2 millions, c'est plus aussi symbolique qu'un million. 10 millions, ça peut être intéressant, par contre, ça je dis pas. Mais oui, ça continue à évoluer, hein. C'est pour ça que je continue aussi les vidéos, pour que les gens ils restent accrochés au concept, qui puissent continuer à me suivre et que ça ne s'arrête pas soudainement, quoi. Je veux dire, en même temps, c'est comme on le dit, c'est aussi mon business, donc je ne vais pas arrêter. Je veux dire, un boulanger, il va pas s'arrêter à faire du pain parce qu'il a vendu du pain déjà, quoi. Tu t'en sors avec ta notoriété, tu arrives à bien la gérer, ça te pose des soucis ou pas forcément? Bah, question notoriété, bah, moi, de toute façon, je sais pas, je me balade pas si souvent que ça dans la rue ou ce genre de truc, et quand je le fais, généralement, j'ai une casquette pour éviter de. Bah, parce que je suis assez discret de manière générale, et avant YouTube, j'étais assez introverti, et même maintenant, j'ai pas non plus changé fondamentalement, c'est juste que je suis un peu plus dans les vidéos, je me lâche, mais ça dépend au niveau de la notoriété. C'est pas quelque chose que je recherche spécialement. Ce qui m'intéresse, c'est surtout que les gens ils puissent voir les vidéos et qu'ils puissent apprécier le travail essentiellement quand même. Tu t'es beaucoup développé, tu as eu un monteur, maintenant tu as une rédactrice pour t'aider, pour un petit peu aussi augmenter un peu cette cadence, vu que c'est ton business un peu maintenant. Est-ce que tu n'as pas peur de perdre en authenticité en faisant ces choix un petit peu et perdre un peu ta patte? Je sais pas, est-ce que tu as remarqué que la pâte elle s'est perdue? Non, tu contrôles encore beaucoup de choses malgré tout. Oui, effectivement. Oui, mon monteur vidéo, ça faisait 2 ans ou presque maintenant que je l'avais, et du coup, c'est lui qui montait presque, enfin beaucoup, la plupart des vidéos. Et pourtant, il n'y a pas eu de différence fondamentale. Il y avait peut-être certains ajouts qui étaient de lui, mais de base, j'étais assez. Je chapeautais toujours le tout, et maintenant que j'ai une rédactrice, c'est pareil. Du coup, quand elle écrit un script, elle n'écrit pas toujours tous les scripts, mais du coup, quand elle m'aide à en faire certains, il y a toujours une validation. C'est pas tiens, fais le script, maintenant tu tournes la vidéo, connard. Enfin, tu vois, ça marche pas comme ça, donc ça change pas forcément, quoi. Je De délègue. toute manière, le choix d'en vivre, forcément, ça a un petit peu modifié ta perception de YouTube au départ. Quand tu as commencé, t'as pas du tout les mêmes objectifs que maintenant. Il y a quand même maintenant l'objectif d'en vivre, donc forcément, tu es obligé de faire des choix pour être productif aussi, non? Ben oui, évidemment. Après, on essaye toujours de concilier les deux. Je veux dire, on va pas faire une vidéo. Enfin, je sais pas, je me vois pas faire une vidéo qui va durer 1 heure et qui va me prendre 6 mois parce que entre temps, bah, l'argent ça va chuter comme ça. Donc, il faut toujours trouver un juste milieu. Et en même temps, je sais pas forcément ce que les gens voudraient ou rechercheraient sur ma chaîne. Donc après, je fais pas toujours des trucs qui peuvent leur plaire. Et ça s'est vu sur ces derniers temps où j'avais changé de format, etc. Et donc, j'avais un peu perdu mon public. Mais bon, bah, il faut essayer de concilier, c'est pas évident. Pour gagner un peu d'argent, il y a aussi les placements de produits. Justement, par rapport à ça, est-ce que tu t'imposes des limites, des choses que tu ne feras jamais? Et pareil pour ton contenu, est-ce que tu t'imposes des limites, des sujets sur lesquels tu n'iras pas dans tes vidéos? Bah pour les placements, bah, j'essaye de pas accepter tout, mais en même temps, ça paraît assez naturel, quoi. On va pas faire un truc sur, je
je sais pas, sur une boîte de lessive. Après, enfin, ça, je sais pas, tout est possible, mais c'est vraiment, ça semble quand même assez compliqué, quoi. Cela dit, il y avait une boîte de lessive qui m'avait contacté, et du coup, je leur ai dit que bah non, c'est compliqué. Du coup, je leur ai dit, bah si vous voulez, je peux essayer de me payer plus et on pourrait peut-être discuter. Et ils ont essayé, mais du coup, il n'y avait pas vraiment de terrain de discussion. Mais bref, du coup, oui, je sais pas, les placements de produits ou les partenariats, tout ça, c'est assez vaste. Donc, moi, je suis assez ouvert au sujet, mais faut voir si ça peut être bien fait, comme tu dis, mais voilà. Et après, concernant ton autre question qui est... Pour le contenu, est-ce que tu t'imposes des limites pour ton contenu, des sujets que tu n'as pas spécialement envie de traiter, des limites que tu te fixes dans l'humour, dans les sujets, ou des choses comme ça? Bah, dans l'humour, ouais, on va pas faire des trucs trop trash, parce que disons que ça risque de diviser. Donc moi, en soi, je suis pas non plus quelqu'un qui est hyper consensuel, donc je dis parfois des trucs un petit peu graveleux, entre guillemets, mais je vais éviter de faire des trucs antisémites, ce genre de trucs, quoi. Tu vois, de toute façon, te met un peu dans le rouge, comme ce qui s'était passé avec PewDiePie récemment. Et du coup, ça l'avait foutu un peu dans la merde, mais bon, sans forcément en arriver là, oui, il y a des trucs qu'on ne fera pas forcément. Mais après, non, j'ai pas forcément de tabou comme ça, je me dis pas ça, je le ferai pas, quoi. Tu avais fait une vidéo sur l'homosexualité qui avait été beaucoup un peu décriée, tu t'étais senti obligé de la réécrire en fait, c'est ça? Ouais. Bah, en soi, là, je trouvais que la vidéo, il n'y avait rien de choquant dedans, si ce n'est que, bon, bah voilà, moi je me suis pas imposé en termes d'humour. Voilà, je disais par exemple, et les gros PD, etc., mais c'était sur le. Voilà, c'était pour l'humour, quoi. Et quand je suis avec des amis homosexuels, voilà, on peut blaguer et on parle comme ça un peu crûment, donc. Bah, il y a certaines personnes qui se sont senties offensées, je peux comprendre, quoi, mais du coup, oui, je m'étais senti un peu obligé de faire une nouvelle vidéo à ce propos, mais bon, bah voilà, c'est pas grave, on apprend un peu comme ça. T'as plein de formats sur ta chaîne, prochainement il va y avoir un peu le retour des trucs à la crise, alors que tu les avais abandonnés justement, t'as peur un petit peu de faire des erreurs, t'as peur de te perdre un petit peu, de revenir un petit peu en arrière sur tes décisions comme ça, tu disais que t'avais un peu perdu ta communauté sur ce coup-là? Si j'ai peur, bah non, je pense que c'est quelque chose que les gens ils attendent et ils étaient là essentiellement, je crois ils s'étaient abonnés pour les trucs à la crise, pour une grande majorité. C'est pour ça qu'aussi il y en avait une bonne partie qui avait eu du mal à suivre l'évolution de la chaîne. Et non, ça me fait pas peur. Il y en a qui vont ronchonner, mais après moi en soi aussi c'est quelque chose que finalement j'ai envie de remettre les trucs à la crise. Il y a l'aspect monétaire, mais il n'y a pas que ça aussi. Il y a l'aspect aussi pour le côté enrichissant et du coup sur toutes les palettes d'émissions que j'avais, il n'y en avait jamais eu vraiment une qui avait réussi à prendre le relais par rapport au truc à la crise. Donc non, ça fait partie d'un tout. T'as travaillé dans le milieu scolaire justement, si un petit peu l'idée de ta chaîne c'était d'apprendre des choses aux gens, un petit peu de garder ce côté éducatif vachement présent. Ouais, bah avant de me faire sur YouTube, j'étais animateur et puis je voulais être prof des écoles, donc ouais, c'était un bon délire, quoi, de vouloir vraiment enseigner aux élèves, et c'est une sorte de challenge. C'est un truc qu'on avait oublié, mais tu as créé la méthode Bonaparte. C'était une méthode un petit peu pour apprendre à gérer sa classe quand on est prof, pour que ce soit plus calme et plus facile pour eux. Ouais. Cette idée, elle vient d'où en fait? T'as fait un constat en fait et t'as essayé d'aider les profs en leur donnant des pistes? Oui, c'est ça. Du coup, oui, je sais pas ce qu'elle est forcément. Je suis pas. Enfin, le site est toujours en ligne. S'il y a des profs qui écoutent, ils peuvent aller voir, ils peuvent s'inscrire, c'est gratuit, tout ça. Donc vous aurez probablement pas mal de conseils ou des sortes de tips pour pouvoir mieux gérer vos classes, hein, si vous avez des difficultés. Mais moi, j'avais écrit cette méthode quand j'étais étudiant et même quand j'étais sorti de ça. J'avais vu un problème, un gros putain de problème quand même par rapport à l'école, c'est-à-dire que quand tu vas en cours, sur 10, je sais pas, sur 10 cours, tu en auras 8 ou 9 où il y aura un bordel. Et un bordel, ça peut être un peu de bavardage comme ça, en bruit de fond, ou jusqu'au gros bordel. Et il y en avait genre, seul un prof qui arrivait à gérer. J'ai dit, c'est pas possible. D'autant plus que ce prof, la plupart du temps, il n'avait rien à voir avec le fait que sa matière elle était un bon coefficient. Non, c'était une matière de merde. Je sais pas, par exemple, moi j'étais en gestion marketing, j'avais un prof d'histoire qui gérait super bien sa classe. Son cours était un coef 2, pourtant il n'y avait pas de bruit, c'est juste qu'il savait s'y faire, et du coup j'ai un peu analysé tout ça. Et moi quand je vois un problème, c'est plus fort que moi, je sais pas, il faut que j'essaye de trouver une solution. Ça me prend du temps, ça ne sert pas forcément, et du coup, avec la méthode Bonaparte, c'était un peu ça. J'ai essayé d'en faire quelque chose de concret. Et du coup, c'est sorti. Et de manière générale, tu penses un petit peu, c'est ce que beaucoup disent, et c'est un peu aussi un débat de fond de société aujourd'hui, qu'il y a un peu de bordel dans le cas justement, que c'est compliqué d'être prof aujourd'hui, tu penses? Bah oui, je pense pas qu'il veut dire à se préciser que je le pense puisque c'est le cas. Ouais. Enfin, je veux dire, on se balade dans une école, même les écoles qui sont privées ou semi-privées ou je ne sais quoi. Je serais très curieux d'avoir des statistiques à l'échelle nationale pour voir le nombre de profs qui arrivent vraiment à gérer leur classe et à côté de ça, qui arrivent à rendre leur cours intéressant.
Et justement, l'éducation, c'est un petit peu aussi un des enjeux majeurs. On va voir les présidentielles sans forcément parler de politique. Mais toi, un petit peu dans cette méthode, c'était quoi les pistes, les solutions que tu pouvais avoir justement pour que le calme il revienne un petit peu dans les classes et que les choses se passent avec plus de respect? Parce que c'est aussi un souci de respect dans le fond. Bon, en soi, c'est pas forcément la faute aux profs, puisque les profs, c'est juste l'intermédiaire entre les élèves et puis l'éducation nationale. C'est juste que l'éducation nationale fait très mal son boulot, donc ils forment mal les profs. Après, je sais pas comment ça se passe concrètement dans les faits, parce que je suis pas arrivé jusqu'à là, mais en tout cas, les conclusions, elles, on peut les voir par rapport à ça. Et donc, pour revenir à ta question, de ce que je disais, c'était que j'analysais la situation froidement. Pourquoi le prof n'a pas du coup le calme estompé, je sais plus jamais. Escompté. Voilà, c'est ça. Donc, du coup, et c'est juste qu'il fait pas preuve de bon sens. C'était par exemple, on va prendre un cas précis, il va dire, il y a du brouhaha, et il va se dire, il y a un peu trop de bruit, donc il va choisir un élève, toi tu peux te taire, et lui l'élève il va dire, il n'y a pas que moi, oui mais il faut bien que quelqu'un commence, et puis il va continuer à faire son cours, et puis il va le dire à un autre, et au bout d'un moment il va péter les plombs, et donc il va dire, moi je vous colle tous. Donc il n'y a rien de logique là-dedans. Si dès le départ il faisait que il n'y a pas de bruit, et dès qu'il y en a un, il lui dit arrête de parler, ou sinon vous. Donc voilà, c'est juste du bon sens, et du coup je développe cette notion. Donc il n'y a rien de phénoménal là-dedans, c'est juste du bon sens, et c'est juste qu'on ne se posait pas les bonnes questions quand on arrive là-dedans, et voilà. Sur ta chaîne, tu as aussi des mini-cours. Est-ce que ça te plairait, voilà, je sais pas, de proposer, des fois, d'intervenir dans les écoles, de proposer, je sais pas, des cours ou des conférences, vu que des fois les youtubeurs sont souvent invités, dans des salons, des choses comme ça, des conventions, vous faites souvent des FAQ. Est-ce que tu aimerais bien, je sais pas, faire des conférences, cette fois-ci sur des sujets un peu plus sérieux qui te tiendraient plus à cœur? Oui, pourquoi pas. Après, je sais pas ce que tu entends exactement par là, quoi. Pour parler, voilà, je sais pas, de culture ou de sujets qui te tiennent à cœur, de choses dont tu parles dans tes vidéos, que tu aimerais développer dans une sorte de cours magistral ou de parler. Par exemple, il y a la chaîne Axolot qui parle voilà, beaucoup de la nature et du monde et de ses émerveillements, qui fait beaucoup de conférences là-dessus pour parler du monde, des choses comme ça. Ça pourrait être un truc qui peut être intéressant et que je trouve qui n'est pas beaucoup développé Oui, chez les youtubeurs. effectivement, oui, ça peut être une bonne idée, oui. À voir. Et justement, toi, tu as créé ton entreprise, ta start-up. Est-ce que tu trouves qu'à l'heure d'aujourd'hui, alors que c'est quand même l'un des enjeux majeurs, je pense, pour le futur, qu'on va beaucoup nous inciter à créer maintenant notre entreprise, est-ce que tu trouves qu'on t'a beaucoup incité, qu'on en a beaucoup parlé à l'école, au collège, au lycée, toi, quand tu y étais? Ou au final, tu t'es tout informé tout seul? Alors, sur les startups, sur l'école, concrètement, sur les milieux de cours que j'ai eu, il y en a eu zéro à peu près, ou on va parler de ça? Non, absolument pas. Et c'est par contre, je pense, une idée du futur. Je pense que c'est bien d'aider les jeunes à entreprendre et de créer des choses. C'est quand même quelque chose d'intéressant. Oui, j'avais fait un mini-cours sur comment réussir sans l'école, etc. Et du coup, oui, qui est 0 heure où on incite les gens ou les jeunes à faire. On n'est pas forcément obligé d'aller dans une putain d'école de commerce, quoi. Je veux dire, pour pouvoir apprendre aux jeunes qu'on peut créer une entreprise. Je sais pas, qu'on commence déjà à leur dire des trucs. Ça peut être, voilà, on les incite en douceur. C'est comme on va les sensibiliser sur les risques du sida ou alors sur les risques du chômage, etc. Pourquoi on les inciterait pas ou sensibiliserait du coup à la création d'entreprise? En soi, on va pas leur dire créer une putain d'entreprise. Je veux dire, on va juste leur dire les pistes un petit peu comme ça et après c'est à eux de s'informer, quoi, comme un peu tout, quoi. Justement, toi, ton entreprise, c'est le Kundar. Rapidement aussi, vu que tu en as déjà parlé, l'idée, elle vient d'où l'idée de cette entreprise? C'est un peu un rêve d'enfant, non? Oui, c'est con, hein. C'est juste que j'étais auto-entrepreneur avant, du coup j'ai dépassé le plafond, donc tu es obligé de créer une entreprise, fin de l'histoire. Mais après moi, du coup, j'en avais fait dans mes vidéos EDK, du coup j'en parlais, et je voulais créer une entreprise parce que c'est pas juste la finalité, c'est pas juste parce que j'ai dépassé le plafond que j'ai fait ça, c'est aussi pour plein d'autres trucs, et puis oui, voilà, c'était un rêve comme tu dis, et puis il y a les jeux vidéo, et puis il y a d'autres futurs projets que j'ai en tête et que je veux créer avec le Kundar. Justement, c'est ce que j'allais dire. Tu crées un jeu vidéo, tu as même un projet d'autres jeux vidéo, un projet de livre, tu as tes vidéos. Ça te plaît ça de toucher à tout justement et de découvrir de plus en plus de supports et de formats? Grave, ça m'excite comme un gamin. Mais le problème, c'est qu'il faut quand même un petit peu se cibler, hein, s'il te plaît, et éviter de partir dans tous les côtés. Et ça, c'est pas toujours facile. Je dois réprimer un petit peu cette pulsion naturelle de vouloir toucher un peu à tout et en même temps. C'est terrible. Tu m'en avais parlé à un moment, tu as même pris des cours d'hypnose, finalement tu es un peu curieux de tout et tu aimes bien avoir plusieurs cartes en main en fait, enfin, plusieurs cartes à ton jeu. C'est pour ça que j'avais commencé les vidéos aussi, c'est que je voulais avoir cette carte en main, de faire des clacs, tiens je sais faire des vidéos aussi, et éventuellement ça peut marcher, mais oui. Et par rapport à l'hypnose, d'ailleurs je suis hypnotisé maintenant si tu veux. Et justement, quand c'est un des reproches que tu dis, quand tu dis faut se cibler un petit peu et pas s'éparpiller, c'est un peu ce que les gens t'ont reproché. Ouais. Avec tous ces formats, avec tous ces projets, justement, est-ce que tu n'as pas peur, de perdre tes abonnés,
et de te perdre un petit peu aussi toi-même dans tout ce brouhaha sans avoir de ligne un peu claire. Là, somme toute, se disperser, oui, mais si on arrive à gérer tous les fonds, et moi, c'est vrai que du coup, gérer tous les fonds, c'est pas toujours facile. Et après, là, pour du coup, maintenant, non, ça va. Enfin, je pense que c'est assez jouable parce que j'ai juste ma chaîne et puis j'ai un jeu vidéo qui est en stand-by, auquel je parle pas tant qu'il n'est pas sorti d'ailleurs. Donc, non, ça va. Tu veux plus faire les erreurs que tu as fait par le passé où tu annonces beaucoup de choses en avance et que les gens sont trop impatients en fait. Ça, tu t'as appris. On peut plus faire ça. Non, non, mais. Bah disons que si j'annonce et si ça sort, oui, le problème c'est que j'annonce et ça sort pas. Donc les gens ils se disent ah ouais le bouquin, ah ouais le truc sur le paradis, tout ça, mais il est où? Il est où? Bah on l'attend. Il sortira certes, mais après bon, bah, ça prendra le temps qu'il faut quoi. Il y a eu ton premier jeu Fuse4 qui a eu un petit peu un bad buzz autour de ça, beaucoup de critiques. Ça t'a touché, ça t'a affecté ça ou t'as réussi un petit peu à passer au-dessus? Bon, les deux capitaines. Je veux dire, c'était assez dur, mais bon, après moi j'ai une bonne résilience, hein, c'est un terme un peu technique pour dire on est capable de se régénérer mentalement, enfin voilà. Donc du coup, ouais, c'était un peu dur à passer, ça a affecté mon équipe aussi, du fait qu'il y a eu des petits remous aussi au Kundar, en off, mais je sais pas, c'est juste qu'il y a plein de trucs de circonstances qui font que ça s'est passé comme ça, donc... En soi, c'était très enrichissant et du coup, moi, ça me servira de leçon pour les futurs jeux, quoi. Justement, l'avis des abonnés ou l'avis des internautes, ça aide quand même aussi à se remettre en question perpétuellement et progresser, avancer, choses comme ça. Bah oui, après, c'est pas évident de tirer ce qui est vrai de ce qui est fantasmé parce que eux, ils ont qu'un petit spectre de ce qui se passe en réalité et à partir d'un petit échantillon, ils vont te reconstituer tout un truc, tout un le fromage, mais du coup, peut-être ça n'a rien à voir par rapport à ce qui se passe en réalité. Et ça s'est confirmé à plusieurs reprises quand parfois je lis des commentaires, je dis bon bah là il y a des trucs intéressants, mais il y a plein de trucs aussi qui sont un peu blablabla quoi. Mais après c'est évidemment chacun donne son avis et chacun peut se sentir libre de penser qu'il a raison, donc c'est pas évident quoi. YouTube, ça aide quand même un peu à se développer, à mûrir, à s'épanouir. C'est quand même un facteur qui aide à voilà. Je veux dire, tu te prends il y a 5 ans, la personne que tu es maintenant, c'est aussi grâce à YouTube. Ouais. Oui, c'est sûr. C'est quand on fait un métier, je pense que quel que soit le métier, si on est obligé de progresser, bah du coup c'est enrichissant quoi dans tous les cas. Dans tous les cas, on apprend. C'est ce que tu dis dans une de tes vidéos. T'as pas été un petit peu utopiste à certains moments quand voilà au final t'as été un peu confronté à la réalité avec ton entreprise, confronté à certains coûts, le coût de la masse salariale, le coût, les relations aussi entre les employés. Ça fait du bien aussi des fois de se prendre 2-3 claques comme ça pour revenir un peu. Moi j'adore. Ouais. J'aime bien me prendre des baffes. Non mais je veux dire pas forcément physiquement, mais oui. Je suis pas spécialement violent, mais je veux dire je trouve ça génial puisque oui quand j'avais l'idée de faire mon entreprise. Je me disais, ouais, enfin voilà, j'avais pas forcément tous les aspects concrets derrière. Après, il y a des trucs que j'ai idéalisés et qui sont quand même réalisés. Et puis pour le reste, je dis pas que c'est terminé. Hein, il y a toujours le temps, il faut laisser le temps au temps. Mais oui, du coup, les problèmes qu'il y a peut avoir avec les salariés, tout ça, on n'en a pas du tout conscience. Après, c'est pas relatif qu'à moi, ça se passe dans à peu près toutes les entreprises, c'est juste qu'ils en parlent pas. Moi, j'aime bien en parler, j'aime bien foutre la merde. Donc voilà, c'est comme quand je parle d'argent, je sais pas. Et ouais, c'est très enrichissant et du coup, ça nous apprend sur des aspects qu'on n'a pas du tout conscience. Et je me dis que ouais, ça fait apprendre. C'est dur, mais ça fait apprendre. Au départ, tu voulais partir de Paris. Au tout départ, quand tu as commencé tes vidéos et que tu voulais te développer, un petit peu trouver ton indépendance, au départ, tu avais pensé à Lyon. Tu étais venu à Grenoble parce que tu avais trouvé un coloc aussi, qui est aussi sur YouTube, qui s'appelle Romain. Même si les choses se sont terminées maintenant, qu'il a quitté l'entreprise, même s'il avait un rôle anecdotique, tu le précises souvent. Tu regrettes d'être venu à Grenoble, au final, ce choix te va aussi. Et si c'était à refaire, tu reviendrais ici? Bah, si c'était à refaire et que j'étais pas avec lui, je serais à Lyon probablement, mais après, en soi, nos relations avec Romain s'étaient toujours très bien passées, mais ça s'est fini un peu en coup de boudin, mais en soi, c'est pas, on se déteste pas, je veux dire, voilà, c'est un peu comme ça, mais en soi, ça s'était très bien passé, et du coup, il m'avait proposé un super appart, qui est celui-là, on l'avait trouvé très rapidement, et du coup, ça a été un facteur déclencheur, et en soi, Grenoble est une très belle ville, avec les montagnes, tout ça, donc j'avais pas forcément plus d'attache à Lyon qu'à Grenoble, que ça se fasse dans l'une ou l'autre, au final, ça aurait pas changé grand-chose. Avec tous ces soucis auxquels tu as fait face, tu as encore un peu peur de connaître des échecs? Parce que voilà, on en connaît certains, on n'est jamais à l'abri d'en connaître d'autres, ça peut encore arriver. T'en as peur ou t'es confiant pour l'avenir? Bah, j'ai pas peur des échecs puisque je sais qu'il y en aura d'autres. Bon, bah après, il faut savoir les gérer au niveau de la communication, dans la façon dont j'en parle. Donc, peut-être que je serai moins bout en train par rapport aux EDK. Donc, ça ne sera pas forcément autant dans les EDK, peut-être dans d'autres trucs, peut-être dans les interviews. Mais
Il y en aura d'autres sur d'autres aspects, c'est normal, on ne peut pas faire autrement de toute façon, donc il faut les accueillir à bras ouverts et puis continuer à avancer. Donc moi je suis confiant dans tous les cas qu'il y ait ou pas des échecs. De toute façon je continue à avancer et je suis confiant sur ce que je vais réaliser. Donc voilà. D'un point de vue monétaire, business, tu as fait le choix de YouTube. Malgré tout, tu pourrais être capable d'arrêter YouTube et de te reconvertir et de faire autre chose. Je ne sais pas si ton entreprise finalement devient viable d'elle-même par tes créations, par tes projets. Tu serais capable d'arrêter YouTube ou tu as quand même une affection, un attachement particulier Ben non, avec parce la que plateforme? c'est du coup, comme tu disais avant, j'aime bien avoir plusieurs cartes à mes mains et du coup arrêter YouTube c'est comme retirer une carte, d'autant plus une très belle carte quand même, je veux dire. Et quand bien même je fasse avec YouTube, je pourrais jamais faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires, je sais pas, ça semble élevé, mais en soi pour une entreprise c'est pas non plus fantastique. Et 1 million avec YouTube, à part être l'un des putains de gros youtubeurs, c'est quand même compliqué quoi. Et par contre, je sais pas, par exemple avec les jeux vidéo ou plein d'autres trucs, c'est possible quand on touche un peu le jackpot, même si c'est très difficile. Voilà, ce qui fait que moi j'arrête pas YouTube, puisque aussi ça m'apporte d'autres aspects qui ne sont pas que côté argent. Je veux dire, ça peut être utile sur plein d'aspects, et puis moi j'aime bien faire ça aussi au-delà du reste, et donc il n'y a pas de raison que j'arrête. Ok, après avoir parlé un petit peu YouTube, on parle tout de suite de médias. Justement, pour parler médias, rapidement, est-ce que toi, Chris, tu t'informes? Il y a des sujets auxquels tu es sensible? Est-ce que tu lis un petit peu la presse, tu suis l'actualité à la télé ou dans des magazines, des choses comme ça? Bah, par rapport à ça, moi le matin quand je viens bouffer mon petit déjeuner ici là à moitié à poil, bah du coup oui avec mon croissant dans la bouche, bah j'écoute généralement c'est France Info, mais du coup ça me permet de voir, enfin d'écouter un petit peu ce qui se passe, on va dire dans les infos, hein. Mais bon après je peux aller aussi sur des sites différents de temps en temps, mais après je suis pas non plus complètement mordu de ça, et donc j'ai une idée globale de ce qui se passe quoi. Ok, et il y a des sujets auxquels tu accordes un peu plus d'importance, voilà, des sujets plus nationaux, plus internationaux, ou pas forcément t'écoutes ce qui passe à Bah les élections, ouais, le côté politique un petit peu, je trouve ça vraiment amusant, je le regarde d'un œil Ouais. un peu distant, ce qui s'était passé avec Donald Trump, ce qui se passe en France avec les prochaines élections présidentielles, tout ça, je trouve ça intéressant et je me fais mes petites théories dans la tête, et du coup, oui, j'ai l'impression que c'est toujours un cycle qui se répète. On a l'impression, oui, c'est nouveau. Là, on sent, on a le sentiment que là, il y a le changement qui arrive. Alors que le changement, il avait été annoncé il y a 5 ans par un autre Ouais. président, et il y a 10 ans de ça par encore un autre, et il y a encore 15 ans. Du coup, quand on revoit en fait les anciens débats, etc., on voit que c'est toujours les mêmes trucs, c'est toujours un petit peu les mêmes discours. Et je me demande si un jour il y aura vraiment un changement et s'il peut être amené par vraiment des politiciens pour autre chose. Je sais pas, je trouve ça intéressant. Justement, les youtubeurs, un petit peu, ils sont un petit peu sujets à médiatisation, on commence à en parler de plus en plus. Il y avait eu un sujet sur toi sur France 2, justement, qui était quand même, j'ai envie de dire, très caricatural, très, très cliché, où on centre et on résume les créateurs sur YouTube à des gens qui ont envie de gagner de l'argent, qui font ça que pour l'argent, en excluant un petit peu l'envie de créer du contenu. Toi, justement, tu penses quoi de cette vision des médias, de manière un peu générale, sur YouTube, qui défendent cette vision-là? Bah, le truc avec France 2, c'est juste qu'ils avaient passé une demi-journée avec nous. Au final, il n'y a eu que 5 minutes. Mais après, on n'était pas forcément au courant de ce qui s'était passé. Donc c'était un peu malhonnête de leur part. Mais bon, après, le truc de leur émission, c'est juste qu'ils voulaient parler d'argent. Donc en soi, il n'y a pas de souci. Je sais pas, c'est juste que comme ils connaissent pas forcément bien YouTube, peut-être que la voie la plus simple et la plus évidente, au général, quand on connaît pas un sujet, c'est de parler des trucs qui peuvent attirer le plus le public. C'est-à-dire peut-être la question argent, le succès, ce genre de trucs. Les trucs qui mettent un peu des paillettes dans les yeux. Donc je sais pas, je suis pas forcément contre je le vois pas forcément d'un œil forcément tout négatif, c'est juste que tout simplement ça met du temps et peut-être que dans 5-10 ans, la télé qui sera toujours là hein, quand même, je pense, bah, elle continuera, elle parlera de YouTube, mais du coup elle en parlera sous d'autres aspects. Parce que ça aura évolué, du coup elle aura mûri sa réflexion sur YouTube. Tout ça, voilà, tout ça. Justement, ça fait la transition avec ma question. Tu disais d'ici 5-10 ans, leur regard sur YouTube aura peut-être changé. Tu penses que YouTube, toi, c'est une plateforme qui va perdurer, que c'est pas un effet de mode entre guillemets éphémère? Certes, ça fait quand même presque une petite dizaine d'années que ça marche très bien. Ouais. Tu penses qu'il y a une fin programmée ou à un moment on va arriver un petit peu à saturation ou il y a encore de la marge avant que ça se décline? Bah non, c'est dans la logique des choses en fait que les vidéos finissent, enfin ça s'impose en fait sur Internet les vidéos puisque maintenant Internet il y a du très haut début, on peut voir les vidéos quasiment instantanément, etc. Donc avoir des vidéos, donc le média le plus naturel quand on suit quelqu'un, c'est normal. Je sais pas par rapport à YouTube, je sais pas si YouTube en soi ça peut rester dans cette
forme-là. Après, il y a Google derrière, donc ils vont pas laisser tomber et puis mettre le paquet, mais je sais pas, c'est vrai qu'il y a des empires qui se sont effondrés, il y avait, comment ça s'appelle, MySpace, etc. Ouais. Donc je sais pas, peut-être que YouTube, ça pourrait, je crois que personne peut le savoir à l'heure actuelle, mais si YouTube s'effondre, il y en aura une autre qui va prendre le relais, puisqu'en soi, comme je te dis, il y a les vidéos, c'est naturel d'en avoir sur Internet maintenant avec les connexions qu'on a, donc les YouTubeurs ne feraient que migrer du coup et sans vraiment mourir. Et justement, tu disais que YouTube, ça a un petit peu d'avenir, que ça touche de plus en plus de gens aussi. Il y a des hommes politiques qui se lancent sur YouTube. C'est un petit peu marrant de voir que maintenant, ça peut être aussi un moyen de toucher des gens de plus en plus et de toucher un public jeune et de tenter de les convaincre, non? Oui. Ouais. Tu feras un featuring bientôt avec Jean-Luc Mélenchon, ça serait marrant, non? Oui, ce serait marrant. Mais il faudrait que je mette Marine Le Pen à côté quand même pour respecter la parité, quoi. En plus, les deux extrêmes, ce serait pas triste, hein. Justement, à l'approche des élections, est-ce que tu penses que toi, qui es un youtubeur avec une forte communauté, une forte popularité, et même de manière générale, est-ce qu'un youtubeur doit prendre parti, peut influencer, peut conseiller notamment aux gens d'aller voter, pas forcément voter qui, mais au moins leur dire d'aller voter? Toi, tu penses que c'est ton rôle ou pas du tout? Bah, chacun fait ce qu'il veut, je veux dire. Chacun a sa chaîne, il fait ce qu'il veut, il fait les vidéos qu'il veut, il peut parler de tous les sujets. Et s'il a envie de recommander aux gens d'aller voter, il peut le faire. Moi, je le ferai pas. D'autant plus que je ne vais pas voter à titre personnel, puisque je suis contre ce système de vote. D'autant plus que les votes blancs sont pas pris en compte, donc clac. Mais si y a un youtubeur qui a de l'affection pour un parti ou je sais pas, une façon de penser et il veut inciter les gens, il a qu'à le faire. Je pense pas que ce soit mon rôle de dire s'il a le droit ou pas, et puis si les gens ils veulent l'écouter, ils le font ou pas. Et puis, après, évidemment, ça fera grand débat et ça va partager son audience. C'est pour ça peut-être qu'il y en a si peu qui le font, de manière générale, je pense, mais voilà. Justement, pour refermer rapidement cette parenthèse politique, il y a eu la taxe YouTube qui a été votée, on en avait rapidement parlé. C'était une taxe quand même qui a été votée par le gouvernement pour qu'on prélève un peu plus d'argent aux créateurs de contenu sur YouTube. L'idée des gens qui étaient favorables à cette réforme, c'était qu'en fait l'argent taxé serait un petit peu reversé après aux créateurs de contenu. Tu penses que cet argent taxé, il va pouvoir revenir aux youtubeurs ou ça risque d'être un peu une entourloupe pour piquer encore plus d'argent aux créateurs qui sont déjà pas mal taxés? Pas la moindre idée, je sais pas. Ouais. Ça dépend. Après, c'est au niveau de la technique et puis de tout ça, donc je saurais pas forcément dire. Et quand bien même ça revient aux youtubeurs, ça reviendra sans doute pas à moi, mais plus à des youtubeurs qui en auront, on va dire, besoin. Donc les plus petits pour s'aider à se développer, tout ça. Donc. On encourage quand même assez la création de contenu sur Internet ou pas forcément? Le gouvernement est quand même totalement hermétique à ça, je veux dire. Et c'est pas une critique du gouvernement, mais je veux dire le numérique il leur échappe un petit peu. Je veux dire, on soutient la création du cinéma parce que quand on paye une place de cinéma, ça revient au cinéma français. Je veux dire, il y a des films qui ont été commencés à créer sur YouTube, il y a des courts-métrages, il y a plein de projets. Ça, on le soutient pas, je veux dire, ça, on le montre pas quand même. C'est un peu dommage. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bah après ça c'est un peu plus technique, mais je pense comme ça de mon point de vue qui est très fragmentaire quand même, donc je vais pas du tout dire du truc qui est peut-être très pertinent, mais je veux dire il me semble que plutôt que donner à des gros, je sais pas, des gros films ou des gros studios de cinéma, j'ai plus les termes en tête, bah du coup peut-être le reverser à des youtubeurs je sais pas, en éprouvant s'ils ont les qualités nécessaires pour faire un film et pas que ça parte pas dans les pizzas, enfin voilà, mais je sais pas, peut-être plus distribuer plus à la base, donc une belle idée communiste. Non mais voilà, je sais pas comment ça se passe dans les faits, donc après là-dedans. Et justement, est-ce que tu penses qu'en tant que, pour refermer un peu cette parenthèse taxe, tu es quand même patron de ton entreprise, tu es youtubeur, tu trouves que tu es trop taxé? Tu comprends un peu les gens qui ont envie de partir? Il y a beaucoup des fois de youtubeurs qui disent je vais partir ailleurs pour échapper un peu à ce système et qu'on en marre de voir un petit peu une part de leur argent qui est quand même impressionnante. Je veux dire, toi t'emploies des gens, tu sais très bien que quasiment quand tu verses un SMIC, tu en verses quasiment un deuxième à l'État. C'est quand même lourd financièrement. 50%, j'en verse 50% à l'État, pas les deux tiers. Tout le monde pense ça, personne ne connaît ces chiffres. Non, si je verse 1000 euros, le SMIC c'est à 1100 et quelques, du coup je verse 50%, enfin 50% en plus, donc en réalité c'est 1500, 1600. Mais je pense que les gens ils savent pas en fait, et du coup c'est intéressant parce que par rapport à, je lisais un bouquin, un bouquin qui avait été écrit par un putain de PDG du coup qui avait été mis en bourse, et c'était le patron de Criteo, donc c'est une agence de publicité qui met des publicités très très ciblées en fait, et du coup ils ont réussi à percer, ils ont été
enfin en bourse, ça a monté énormément. Du coup, il est assez célèbre dans le milieu. Et du coup, lui, il me disait qu'il était allé s'expatrier aux États-Unis, mais c'est pas s'expatrier dans ce sens-là, parce qu'en fait, il voulait conquérir le marché des États-Unis américains. Et on est plus taxé aux États-Unis qu'en France. Lui, il l'a vu. Et du coup, les patrons, et les entreprises, ils perdent plus d'argent. Enfin, plus leur argent est plus. Enfin merde, du coup, je trouve pas mes mots, mais je veux dire. En réalité, on n'est pas forcément si taxé que ça en France, et quand tu compares avec d'autres pays européens, ça s'équilibre. Après, peut-être qu'il y a parfois un petit peu de différence, mais en fait, c'est juste, je sais pas, ça semble être dans la mentalité française de croire qu'on est plus ici qu'ailleurs, et en réalité, dans les faits, quand on regarde, c'est pas forcément le cas. Et je pense que les youtubeurs et n'importe qui, ils en ont pas, ils savent pas en fait du coup s'ils sont forcément très taxés. En soi, on peut l'être, on est taxé, mais je veux dire, dans tous les pays, on l'est plus ou moins, quoi. Donc, non. Ok. Sans parler des sujets auxquels tu es sensible, sur lesquels tu t'informes, est-ce qu'il y a des sujets voilà, qui te tiennent à cœur, des fois, parfois, que tu as envie de défendre, auxquels tu t'engages, voilà, où tu as envie de faire, pas des revendications forcément politiques, mais des mouvements ou des choses qui te tiennent à cœur, que tu pourrais voilà, défendre dans une vidéo, des choses auxquelles tu es sensible? Oui, par rapport à ça, il y en a quelques-uns. Déjà, en premier lieu, il y a tout ce qui serait au niveau de la technologie. Moi, je suis un petit peu technophile, donc j'adore tout ça. Mais après, il y a les domaines un peu plus spirituels, fantômes, ovnis, tout ça. Donc, je suis un petit peu bout en train là-dedans. Mais en soi, j'ai pas fait vraiment de vidéo là-dessus, mais ça va venir. Donc, c'est un truc qui me tient vraiment à cœur. Et du coup, il y a aussi toutes les questions écologiques, le végétarisme, tout ça, ce genre de trucs. C'est justement ce que j'allais dire. Tu t'arrêtes la viande, tu prévois aussi après d'arrêter le poisson. Cette logique derrière de devenir un peu végétarien, c'est quoi la logique derrière? C'est la logique écologique, économique, c'est un petit peu tout à la fois Oui, c'est un peu tout, oui. C'est le côté écologique. Si on veut vraiment aider la planète au maximum, en fait, il y a plein d'études qui le montrent, c'est qu'il suffit d'arrêter de bouffer de la viande. En fait, c'est aussi comme ça, c'est que les animaux, le fait de tuer les animaux, tout ça, donc toute cette filière fait que c'est l'aspect qui consomme et qui pollue le plus dans le monde. Il y a le côté écologique, ensuite il y a le côté santé, puisque du coup on vit plus vieux, maintenant on le sait, on vit quand même plus vieux si on fait vraiment attention à son alimentation, si on ne bouffe pas de viande, si on fait attention par rapport à tout ça. Et même pas forcément arrêter complètement, mais même réduire la consommation tout bêtement. Il y a ça, il y a le côté, enfin je sais plus, il y a plein d'aspects du coup, oui. Du coup c'est un tout. Ok. Et pour conclure la partie média, c'est un peu une question aussi qui revient souvent sur la table auprès des youtubeurs. Toi, tu serais capable de bosser pour un média, de bosser, voilà, de faire des passages télé. Ça arrive souvent, il y en a de plus en plus aussi, puisque les networks, les chaînes de télé, il y a un petit peu aussi un jeu qui se joue aussi de ce côté-là. Toi, c'est quelque chose qui t'intéresserait ou pas forcément? Ou pas du tout? Moi, je suis pas fermé du tout à la chose. Je crois que j'ai déjà eu 2 ou 3 opportunités. Du coup, j'avais déjà rencontré des studios de télévision. Ouais. Et du coup, oui, il y avait le projet qui avait été lancé, mais ensuite ça n'a pas abouti encore à l'heure actuelle. Mais du coup, moi je suis pas du tout fermé à la chose, si évidemment ça puisse se correspondre, parce que la télé c'est comme YouTube, il y a tout et il y a n'importe quoi. Donc il y a des trucs très intellectuels jusqu'aux trucs très concons, et puis après c'est à toi de te situer où tu veux te mettre, quoi, mais en soi, voilà. Ok, et donc dernière partie maintenant, on parle tout de suite du futur. Tatatin. Tadatin. Justement, Chris, toute dernière petite question, 3-4 qui suivent. C'est quoi, toi, tes projets professionnels ou même personnels pour 2017, tes ambitions pour cette année qui vient de commencer? Voilà, pour ta boîte, pour ta chaîne, t'as envie de quoi cette année? Faire les vidéos et puis jeux vidéo, voilà. Ouais. Voilà, c'est vendeur, hein, n'est-ce pas? Waouh, putain, ça fait rêver. Non, mais bon, voilà, continuer les vidéos et puis à partir sur un véritable rythme et pas genre, ouais, il y en a une qui est sortie, je la sors. Là, vraiment, c'est d'en avoir 1 à 2 par semaine. Et voilà, et par rapport aux jeux vidéo, développer du coup des nouveaux concepts, etc. Et vraiment essayer de les sortir et que ça puisse plaire aux gens. Et là, du coup, ce serait plutôt sur mobile pour vraiment toucher un maximum de gens, mais avec quelque chose de qualitatif, quoi. Ok. Et normalement, 2017 aussi, c'est peut-être l'année où tu devrais aller à Montpellier et quitter Grenoble. Ça te donne envie, enfin, c'est aussi pour marquer un peu un nouveau cap à passer et continuer de progresser, d'ouvrir une nouvelle page aussi ou pas? Il y a cette idée derrière? Ouais, c'est ça. C'est vraiment, du coup, ça fait 2-3 ans maintenant que je suis sur Grenoble, et puis je pense que du coup, passer sur une autre ville, ça peut être sympa. Et puis Montpellier, ça m'avait l'air assez rêveur. J'ai eu l'occasion d'y passer à quelques reprises, et puis ouais, c'est ça.
Ok. Et justement, tu en parlais tout à l'heure qu'on essaierait d'aider un peu les créateurs de contenu, ceux qui n'ont pas beaucoup de communauté. Toi, tu essaies de le faire à la fin de chacune de tes vidéos. C'est quoi l'idée derrière? C'est justement que tu as envie de donner un petit coup de pouce à ceux qui ont un peu un manque de visibilité? Bah oui, tout bêtement, oui, c'est ça. C'est que si on crée une chaîne YouTube et qu'elle peut avoir un contenu un peu original, intéressant, c'est le plus dur, c'est vraiment au départ de se faire connaître. Et les premiers milliers d'abonnés, on galère, mais on rame comme pas possible. Donc tu leur fais une pichenette du coup et ça peut les aider. Et voilà, tout simplement, on renvoie l'ascenseur. On m'avait un peu aidé aussi à mes débuts. Et puis voilà, c'est naturel de le faire, je pense. Ok, et justement, pour ceux qui veulent se lancer, l'un des conseils que tu pourrais donner, ça serait quoi? C'est notamment peut-être aussi d'être un peu original et de faire quelque chose qu'on voit pas forcément spécialement. Maintenant, on a un petit peu du mal à se distinguer si on se part dans du gaming ou d'humour, par exemple. Ouais. C'est un peu ça, d'avoir un créneau oui. qui est pas saturé. Oui, c'est ça. Bah, après, c'est pareil dans tout en fait. Ouais. C'est juste que après, quand tu veux faire quelque chose d'original, soit ça passe, soit ça casse. Et après, la plupart du temps, un truc original, ça va pas forcément payer parce que c'est le principe de l'originalité. C'est toujours un élément risqué. Mais après, si ça marche, bah, du coup, tu peux vraiment tirer ton épingle vraiment du jeu et puis tu as une bonne raison du coup d'émerger et de remporter du succès, quoi. Mais c'est bien d'avoir de l'original, mais après on peut faire dans du classique, mais le classique c'est difficile de vraiment savoir ce qui fait de toi, pourquoi tu es mieux. Je veux dire, si vous lancez sur l'humour, non, je sais pas, par exemple plutôt sur les podcasts maintenant c'est vu et revu et c'est compliqué, on va dire, ta chaîne elle émerge si tu fais juste des podcasts. C'est pareil peut-être pour l'éducation, un petit peu dans mon secteur à moi, c'est pareil dans le gaming, donc s'il n'y a pas un élément original, ça va être compliqué. C'est pas impossible, mais du coup c'est mieux de viser quelque chose d'original, je pense, et vraiment faites quelque chose de qualitatif, un peu léché, après ça dépend, c'est assez vaste comme terme, mais ouais. Justement, tu disais tout à l'heure que tu te voyais sur YouTube pour encore longtemps. Par contre, comme tu disais, cette fois-ci, tu as quand même envie maintenant de prendre ton temps et de plus trop t'avancer, comme tu as pu le faire par le passé en annonçant des gros projets qui devraient arriver prochainement. Maintenant, tu veux quand même te donner un rythme un peu plus tranquille, même si tu souhaites avoir un rythme soutenu, hein, d'une vidéo par semaine ou deux, tu as quand même envie de prendre ton temps et plus trop t'avancer. Bah, je ne veux pas m'avancer sur ce que je fais, mais après moi je m'avance. Dans tous les cas, je continue toujours à m'avancer, mais c'est juste que quand je ne suis pas sûr de franchir l'étape, je vais pas le dire, quoi, on va dire. C'est-à-dire que si, peut-être que là, vous ne le savez pas, il y a un jeu qui est développé depuis 5 ans, peut-être que c'est pas du tout vrai, mais je veux dire, tant qu'il n'est pas sorti ou tant qu'il n'est pas sur le point de sortir, ça sert à rien d'en parler, quoi. Je veux dire, si c'est juste une idée dans l'air, c'est un peu ridicule, je trouve. Bon voilà, c'est un peu la leçon que j'ai appris, moi, de mon entreprise. Souvent dans tes vidéos un peu par le passé, tu faisais souvent un peu des prédictions en termes d'abonnés. Logiquement, tu disais à ce rythme-là, je devrais franchir ces caps-là. Des fois ça marchait, des fois ça marchait pas forcément. Logiquement, en 2017, tu penses que tu pourrais atteindre combien d'abonnés à ce rythme-là? Tu penses au moins t'approcher des 2 millions, peut-être 1 500 000 ou pas? Ou ça se calme au bout d'un million ou pas? Non, je vais être un peu cash, mais je m'en fous en fait. Ouais. C'est juste que je vais faire les vidéos. Il se trouve que là, depuis que j'ai atteint le million, ça a été presque plat la ligne, du coup j'ai gagné très peu d'abonnés parce que en même temps il se trouve que j'avais changé de format, donc après si je reviens sur les formats phares ça va se remettre à augmenter, mais c'est tellement compliqué de savoir combien on va gagner d'abonnés et c'est un peu superficiel, quoi, comme question. Ça l'est pas, puisque en même temps une entreprise c'est normal qu'elle s'intéresse à tout ça, mais je veux dire, si je gagne des abonnés j'en gagne, hein, mais et j'ai intérêt à en gagner, j'espère quand même, parce que sinon ce serait dommage pour moi, ça voudrait dire peut-être que ça plaît plus vraiment, mais du coup je crois pas que c'est le cas, et voilà, tout bêtement, quoi. Ok, bah on a fini avec cette interview. Vous remarquerez que en plus je vais t'habiller avec une petite marinière vu que tu t'appelles Poisson Fécond. Oui, pas je fait suis en exprès, bleu, mais- t'as vu, tac. On va remettre la chaîne de Poisson Fécond ici, même si c'est quand même plus probable que vous connaissiez sa chaîne que la mienne et inversement. Mais bon, c'est déjà ça, je vais peut-être te rapporter 10 abonnés en plus. Et inversement. Ouais, exactement. Donc pareil, si vous voulez vous abonner, les liens sont en description. Il y aura plein de choses sur l'image, donc n'hésitez pas. Et puis à très bientôt sur la chaîne. Ciao.